Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, un fidèle que je rencontre, il s'agit de l'auteur et mon ami Malouin, Pascal Bresson. C'est un boulimique de travail, c'est peu de le dire. Pascal Bresson use ses crayons pour servir le devoir de mémoire. Après 2 romans graphiques sur la vie de Simone Veil et un sur le couple Klarsfeld, Pascal a sorti le 20 novembre dernier Robert Badinter, L'homme juste, chez Marabule. C'est le 4e livre de cette riche année et nous allons évoquer cela dans Rencontre. Bonjour Pascal Bresson. Bonjour Franck. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Nous allons donc évidemment parler de ce tout nouveau roman graphique, mais avant cela, sur cette abondante année 2024, on va revenir. Alors, si j'ai bien calculé, c'est 4 livres qui sont sortis. La rafle des yeux, Disparu, l'affaire Godard. J'ai oublié l'autre, c'est Mystère Henri Pic, voilà, l'adaptation de David Fuenquinos. Et donc Robert Badinter, quelle année? Ah bah oui, puis mon mariage. Donc, là, et ton mariage, oui, en plus. Mariage, votre mariage, oui, vous étiez deux. Oui, alors après, ce sont plutôt les coïncidences de planning. C'est-à-dire qu'il y avait des livres qui étaient déjà terminés il y a 1 an ou 2, et forcément, à un moment donné, tout est sorti en même temps. Mais que ce soit Henri Pic ou que ce soit surtout Badinter, c'est quand même un long travail. C'est quand même 2 ans de boulot. 2 ans de travail à faire pour recherche. On va revenir un peu plus tard sur Badinter également, mais Badinter, tu as eu l'occasion quand même de le rencontrer avant qu'il décède? Et non, malheureusement non. C'était prévu, sauf qu'il est décédé au moment où on faisait déjà le bouquin avec Christopher et Caroline Godot, qui fait les couleurs. Et malheureusement, on n'a pas pu le rencontrer. On savait qu'il était malade. Et par contre, je suis en contact avec Elisabeth Badinter, son épouse. J'ai vu d'ailleurs passer un charmant courrier offert, envoyé par Madame Badinter. Un petit mot formidable. Avant donc d'évoquer Robert Badinter, L'homme juste, on va parler de l'adaptation du best-seller de David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic, qui est également sorti cet automne, juste avant Quai des Bulles, je crois, de mémoire, en octobre. Alors en fait, il est sorti effectivement quelques jours avant Quai des Bulles, et il est sorti en avant-première au festival Quai des Bulles. Voilà. Donc effectivement, tu as raison, c'est en octobre. En octobre, fin octobre. C'est chez La Boîte à Bulles, donc Le mystère d'Henri Pic. Qu'est-ce qui t'a plu, qui t'a happé dans ce projet d'adaptation? Alors en fait, l'adaptation, c'est l'auteur lui-même, David Fuenquinos, qui m'a demandé d'adapter Le mystère d'Henri Pic. Il connaissait mon travail avec Tatiana de René, elle s'appelait Sarah. Alors, évidemment, Tatiana de René et David Fuenquinos sont amis, et quand il a vu son adaptation plutôt réussie, il m'a demandé justement de m'occuper de la sienne. Et en fait, ce qui m'a plu dans Le mystère d'Henri Pic, c'est surtout ça se passe en Bretagne, ça se passe aussi dans l'édition. Et les deux réunis, forcément, il y a des personnages hauts en couleur, il y a du rebondissement, c'est un peu une enquête aussi quelque part, et c'est ça qui m'a plu. Puis pour moi, avec Charlotte, ce sont ses 2 meilleurs romans. D'accord. Qui c'est qui fait les dessins en plus Alors les dessins, en collaboration avec toi c'est une Italienne, c'est Ilaria Tebani. Voilà, j'ai pas noté son nom et je m'en excuse auprès d'elle. Donc obligé de la citer quand même. Oui, quand même. Oui. C'est un gros travail qu'elle a réalisé. Ça fait 2 fois d'ailleurs que tu travailles avec des Italiens. Alors oui, ça c'est plutôt un choix éditorial. Oui, ouais. Tout à fait. Oui. Après, c'est des bons aussi. Ah bah c'est que ce soit Giulio pour La rafle des yeux ou Ilaria pour Le mystère d'Henri Pic, c'est leur premier album. Ouais. Et c'est génial parce que si demain ça devenait des grandes vedettes, on pourra dire que ils ont débuté avec moi, et ça c'est plutôt chouette. Avant de continuer donc et de parler de Robert Badinter, L'homme juste, on va écouter le nouveau single de l'artiste Lescope et son nouveau single L'hiver sur tes lèvres. Je sentais l'hiver sur tes lèvres à chaque fois que je t'embrassais. Moi je rêvais sur la grève, mais la mer montait. Autour de nous un air froid, depuis longtemps s'installait. Je croyais elle était encore là, mais la neige tombait. Je sentais l'hiver sur tes lèvres, et puis partir comme un secret. Je vivais toujours dans un rêve qui se terminait. J'ai gardé avec moi des images en noir et blanc.
fait longtemps que je fais plus ce rêve où tu disparais. J'ai gardé avec moi des images en noir et blanc. D'un été, souviens-toi, tu m'embrassais tout le temps. Été indien, soleil couchant. Sur le sable chaud, baiser brûlant. J'ai gardé avec moi des images en noir et blanc. D'un été, souviens-toi, tu m'embrassais tout le temps. Été indien, soleil couchant. Sur le sable chaud, baiser brûlant. Voilà, c'était l'hiver sur tes lèvres, le tout nouveau single de Lescope. Avec mon invité Pascal Bresson, nous allons dresser maintenant le portrait d'un homme d'État et d'un homme juste. Il s'agit de Robert Badinter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur cette personnalité? Même si moi je le sais un petit peu peut-être déjà. Alors déjà depuis quelques années, je travaille sur des livres qui mettent en lumière des grandes personnalités. Simone Veil, les Klarsfeld. Et puis après Simone Veil, pour moi il me paraissait essentiel de faire un livre sur Robert Badinter, qui est un symbole de la République, celui qui a aboli la peine de mort, ce qui n'est pas rien. Et encore une fois, c'est cette notion, c'est cette volonté de vouloir perpétuer justement ce qu'il a fait aux plus jeunes. Encore une fois, c'est un livre qui j'espère sera bien reçu dans les collèges et lycées. Et puis c'est un grand personnage. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que je parle aussi de Victor Hugo, de Robert Badinter, parce que Victor Hugo, n'oublions pas, quand il était député, lui aussi a essayé d'abolir la peine de mort. Il n'a pas réussi. Et en 81, donc septembre 81, Robert Badinter a réussi. Et donc j'ai voulu vraiment retracer toute son histoire. Alors il n'y a pas que l'abolition, c'est vraiment toute l'histoire de Robert Badinter, sa famille, sa grand-mère, ses parents, la déportation, le jeune avocat, sa rencontre avec Elisabeth Badinter, l'avocat des VIP, l'avocat de ceux qui vont, parce qu'en 74 on peut dire que la peine de mort, tous les Français étaient pour. Donc voilà, ce sont des combats et je voulais vraiment mettre en avant ce grand personnage. 74 en plus, il faut savoir qu'il y a c'est l'affaire du boulevard rouge. Alors oui, qui démarre. Christian Ranucci. Christian Ranucci, et du coup là les opposants à l'abolition s'en font un plaisir de mener une vindique sur l'abolition et puis sur les pro-abolitionnistes en disant regardez et en montrant du doigt Patrick Ranucci. On imagine que oui, c'était vraiment pas un combat gagné d'avance et que sans l'élection de toute façon de François Mitterrand en 1981, il y a peu de chances que l'abolition ait vu le jour à cette époque-là en tout cas. Alors c'est vrai que l'amitié entre François Mitterrand et Robert Badinter datait après-guerre, donc ils se connaissaient très bien. Robert Badinter est quand même un personnage très fidèle, fidèle en amitié, et il a aidé François Mitterrand justement à se faire élire. C'est lui aussi qui a mené sa campagne. Et Mitterrand en fait c'était une promesse de campagne, c'était une promesse électorale qu'il avait faite à Robert Badinter d'abolir la peine de mort. Alors il s'est, à quelques jours de présenter cette loi à la tribune, il s'était enfermé dans une maison en Bretagne à Dallas où il a écrit sa loi. Alors c'est à peu près le même parcours que Simone Veil, c'est ça qui est assez formidable. Et puis quand il arrive à la tribune, on a l'impression de revoir Victor Hugo dans les années 1840 à peu 40, près, 45 et plaider justement, faire en sorte que cette guillotine n'existe plus. Et il a réussi. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une personne qui compte énormément, c'est sa femme Elisabeth Badinter qui est dans la tribune et qui le regarde. Et en fait, c'est son mentor. Il aura deux mentors. Ça sera donc trois, pardon. Ça sera Victor Hugo, ça sera Henri Torres qui était le grand avocat. C'est lui, c'est son mentor, celui qui lui a tout appris.
pris. Et puis évidemment, Elisabeth Badinter, sa femme. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1981, la France est le dernier pays européen de la communauté européenne à l'époque a encore utilisé ces peines de mort. Tout à fait. Ce qui montre le retard en fait pour le pays des droits de l'homme, ce qui était aberrant quoi d'ailleurs. C'est totalement aberrant. Et puis il a prouvé quand même par ses écrits, par ses livres que exécuter une personne, ça changeait pas le monde, ça changeait pas non plus le fait qu'il y ait moins de meurtres. D'ailleurs, je vais te citer aussi quelques principaux arguments de Badinter contre la peine de mort. Et en fait, il disait parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolue, infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. C'est ce que pensait Badinter. Voilà. 43 ans après cette abolition, la peine de mort elle reste quand même très très controversée en France dans l'opinion publique. Tu vas parcourir, enfin je le souhaite, les collèges et lycées pour cet ouvrage. Comment tu vas aborder ce sujet avec le public des collégiens, parce que j'imagine que les collégiens peuvent peut-être être influencés par leurs parents aussi sur ce thème. Selon les statistiques, les sondages, on sait que si y avait un référendum pour ou contre, là cette fois ça serait pour, ce qui est quand même incroyable. Il faut y aller aussi sur la pointe des pieds avec les jeunes parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux. Ce qui est aussi toujours pour revenir au sondage, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunesse qui serait pour la peine de mort. C'est ça quand même incroyable. Donc c'est tout un aspect philosophique, pédagogique qu'il va falloir amener, reprendre les préceptes et les concepts de Badinter, reprendre les arguments de Robert Badinter qui font aussi écho à Victor Hugo. Parce que encore une fois, je le répète, Robert Badinter a repris vraiment ce qu'avait écrit Victor Hugo et il l'a réaménagé évidemment. Et voilà, il faut parler, il faut leur montrer, il faut beaucoup discuter, il faut aller à la rencontre de ces jeunes qui pour la plupart sont paumés. Et la seule chose qui fait foi chez eux, c'est leur portable. Et donc en fait tout ce qui est sur les réseaux est forcément vrai. Donc on peut dire que l'actualité est riche en mauvaises nouvelles. Donc voilà, on a un rôle nous d'exemplarité, d'intégrité et surtout on a un rôle d'aller vers eux pour les mettre sur le bon chemin. Comment toi as-tu eu une appréhension en abordant le projet personnel, dire là, alors, autant les personnages que tu as pu traiter avant faisaient l'unanimité totale faisaient même pas consensus d'ailleurs, et Simone Veil c'est une très grande dame, qu'on soit de droite de gauche, personne ne peut la critiquer. Pareil pour la famille Klarsfeld, quoique dernièrement il y a eu des prises de position qui ont peut-être inquiété certaines personnalités. Là quand même Badinter, alors on a beau dire le titre est juste et réel et très évocateur, l'homme juste, mais c'est quand même quelqu'un de très clivant là par contre. Alors j'ai oublié de le préciser qu'au départ c'est vrai, c'est un livre écrit par Dominique Missica qui est une historienne, qui est une amie, et par le journaliste en fait Maurice Zafran, qui est un journaliste connu qu'on voit notamment très souvent à la télé. Et en fait on passait plusieurs jours voire quelques semaines auprès de Robert Badinter. C'était assez agréable de lire le livre parce qu'on sait que Badinter était très discret, n'accordait pas du tout d'interview ou très peu, et en fait on est vraiment rentré dans l'intimité. Donc en fait au départ j'avais quand même un livre pour me baser. Ensuite évidemment il y a assez de bouquins, assez de choses sur internet. Après voilà, je suis parti vraiment de toute la jeunesse de Badinter, la déportation de son père, l'arrestation, la rafle Sainte-Catherine à Lyon puisque son papa s'est fait rafler, ainsi que certaines personnes de sa famille, et j'ai voulu vraiment expliquer, montrer à travers ce livre pourquoi Badinter est devenu l'abolitionniste de la peine de mort. Il y a une raison, et la raison on le découvre dans le livre. C'est un combat tous les jours, déjà avec la Shoah, avec ce qu'il a vécu, l'injustice, il était contre l'injustice, et donc c'est vraiment un homme qui est resté sur ses convictions, sur sa foi, et qui a mené vraiment ce combat depuis tout jeune, c'est-à-dire depuis l'adolescence jusqu'à sa mort l'année dernière, au mois de février. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur Robert Badinter. Et tu as raison, parce que tu sais, quand j'ai dû, à sa mort, faire un post sur les réseaux pour dire que je faisais un livre sur Robert Badinter, j'ai commencé à avoir des attaques en disant tu défends un salaud, si on a autant de crapules c'est à cause de lui. Mais non, justement, il y a plein de choses qu'il faut découvrir chez Badinter, et Badinter était un humaniste, et on peut pas dire qu'un humaniste est un salaud. Et il disait, je crois, une phrase que j'avais entendue de Badinter, que si la peine de mort était la solution pour arrêter tous les criminels, et les tueurs d'enfants en particulier, il l'aurait jamais arrêté, quoi. Complètement. Comme il disait aussi, et ça aussi c'est dû à Victor Hugo, on ne doit jamais retirer à un être humain la possibilité de devenir meilleur, c'est un droit sacré. Et ça, il a raison. Oui, voilà. Ouais.
On a le droit à la rédemption, comme pour tout le monde. Donc, je veux dire, même la pire des criminels pourrait mériter. Avant de se quitter, ça a été rapide cette fois-ci. Mais toujours bien. Mais toujours bien. Juste avant de se quitter, je voudrais avoir un petit mot. On a perdu à Saint-Malo, a perdu son ancien maire, René Coineau. Je sais que c'était quelqu'un de très proche, avec qui tu avais d'ailleurs eu, je crois, ta première distinction de Chevalier des Arts et des Lettres. Non, ça c'est avec Gilles. C'est avec Gilles, pardon, Gilles. Non, oui, René Coineau était un homme formidable. On se rencontrait, surtout après quand il était plus maire, en fait. Ouais. On se voyait assez souvent, on parlait beaucoup littérature et politique, mais je n'oublie pas qu'à l'époque, quand il était maire, j'avais eu des soucis avec un éditeur rennais, et en fait, il avait pris ma défense. Et je me souviens qu'il avait écrit un courrier en disant « on n'attaque pas un malouin ». Et ça, c'était quelque chose de chouette. C'était un homme instruit, un homme altruiste, qui aimait beaucoup sa ville, qui aimait beaucoup les malouins, qui connaissait aussi très bien sa ville, comme Gilles Lurton d'ailleurs. Oui. Et on avait beaucoup de choses en commun, et à commencer par la littérature. Et c'est vrai que c'est une page qui se tourne, c'est ça qui fait de la peine. C'est encore un chapitre qu'on ferme. Et voilà, des personnages comme René Coineau, il y a encore Gilles, parce que Gilles aussi, je sais qu'il avait une grande admiration pour René Coineau, mais je sais qu'on aura pu des grands-mères comme ça. Ouais, alors quand je dis des grands-mères, attention, des grands... M-A-I-R. Voilà, tout à fait. Des grands chefs de ville. Complètement. Voilà. Et donc maintenant, avant de se quitter, nous allons dresser un petit portrait chinois culturel, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Quel est ton livre ou auteur préféré Victor Hugo. Victor Hugo, allez, ça c'est le premier. Un film préféré ou réalisateur ou acteur d'ailleurs. Oh là là, ça c'est une dure question. Eh bien, j'aime Georges Clouzot. Georges Clouzot, d'accord. Et enfin, on finira avec ce morceau de musique. Quelle est ta chanson, ton chanteur ou chanteuse préférée? Je sais que t'es pas très musique. Non, c'est vrai, c'est plus ma femme. Écoute, je vais en donner deux. Tu vas en donner au moins. Voilà. Mais bon, je les ai volés un peu à ma femme, parce que c'est ma femme qui me les a fait découvrir. C'est Pete Doherty. Et Belin. Oui, mais Bertrand Belin. Bertrand Belin. Voilà, je cherchais son prénom. Bertrand Belin. Donc depuis que j'ai découvert, là, je les passe en boucle. Bertrand Belin, super personnage. Ah oui. J'en profite, je regarde pour les auditeurs. Il y a Julie qui est la femme de Pascal qui est juste là, qui est aux anges là, ça y est. Voilà. Dès qu'on parle de Bertrand Belin, tu sais, j'existe plus. Hein. Oui, voilà. Vous faites ménage à 3, c'est ça? C'est un mariage à 3? Non, alors là pour le coup. Non, ça va. non, je pense qu'elle me préférerait quand même. Eh ben merci beaucoup, merci Pascal. Merci à toi, Franck, en tout cas. Je te remercie, et je remercie également le restaurant La Corniche de nous avoir ouvert ses portes. Magnifique lieu. Ouais, magnifique lieu à Saint-Malo sur le Sillon. C'était Rencontre avec Pascal Bresson, et on se quitte donc avec Bertrand Belin. Alors. Lion de pierre, de bronze, au milieu des parcs l'été, des parcs l'hiver, au milieu des parcs, trône, aigles aux ailes déployées, ennemis terrassés, passe une famille. Passe. S'éloigne, puis disparaît. Sans nom, s'allège d'un sac pour fumer à l'aise.
remonte son froc. Son tabac a le goût du fer croisé, du tabac trouvé par terre. Fume en l'honneur de l'amitié, remonte son froc. Fume à la nuit, à venir, à où dormir.